de Chief Victor Mokete, roi des Bafous, doyen d'âge du Sénat et acteur de la réunification. Les Camerounais ont été choqués d'apprendre le décès de l'ex-directeur général de la CRTV, ancien ministre de la République, Gervais Mendoze, qui était placé en détention depuis 2014. Il a été condamné à 20 ans de prison en 2019 pour détournement de près de 18 milliards de francs CFA. 2 ans après cette lourde sentence, son état de santé s'est détérioré à tel point que des images diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité la consternation. Au lendemain de son décès, l'actuel directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, déclare que le professeur Gervais Mendoze a bénéficié de la grâce présidentielle et son état de santé a fait l'objet d'une attention particulière du chef de l'État, précisant que l'universitaire est mort dans l'ambulance médicalisée du palais présidentiel. Un proche de la famille Mendoze, David Eboutou, conteste cette version des faits et déclare que la situation sanitaire du professeur Gervais Mendoze nécessitait une série d'examens à faire au centre des urgences à Yaoundé, mais les ambulances disponibles n'avaient pas de cylindre d'oxygène médical. C'est à cet instant que la famille Mendoze a saisi la présidence de la République pour leur présenter la situation. Accord sera donné pour qu'une ambulance du palais présidentiel se rende à l'hôpital central où était interné Gervais Mendoze après avoir effectué les examens médicaux au centre des urgences de Yaoundé. Le professeur Gervais Mendoze est ramené au service de réanimation à l'hôpital central de Yaoundé. Il meurt dans son lit d'hôpital, selon David Eboutou, proche de la famille. Dès lors, un torrent de réactions s'ensuit, parmi lesquelles la réaction de Joseph Lé, éploré, le cœur meurtri, les yeux larmoyants. Le ministre de la fonction publique rend des hommages éternels à celui qui fut le parrain de son mariage religieux en 1989. Charles Ndongo, actuel directeur général de la CRTV, salue sa loyauté indéfectible au couple présidentiel. Maurice Kamto, quant à lui, rappelle qu'il est mort en détention dans l'indifférence inhumaine et une indifférence froide d'un pouvoir qu'il a pourtant servi avec zèle. Ces conditions de décès du professeur Gervais Mendoze illustrent-elles le cynisme et l'ingratitude du pouvoir en place, comme l'affirme le président du MRC? Ces conditions de détention de Gervais Mendoze et sa lourde sentence de 20 ans d'emprisonnement n'ont pas découragé les gestionnaires des fonds Covid-19 présumés impliqués dans les malversations financières détectées par la Chambre des comptes. Alors que le président de la République a instruit des enquêtes judiciaires contre les auteurs des détournements de fonds Covid, le secrétaire général de la présidence de la République annonce qu'il est désormais l'ordonnateur du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Une task force est même créée à la présidence de la République et c'est désormais le chef de l'État qui doit valider la ventilation des fonds Covid-19 et les actions stratégiques à mener dans le cadre de la riposte. Comment en est-on arrivé à un tel scandale de malversation financière dans la gestion des fonds Covid? La création d'une task force anti-Covid à la présidence est-elle un désaveu du gouvernement? Cela va-t-il résoudre l'épineux problème de gestion d'une pandémie de plus en plus meurtrière au Cameroun? Ces différentes annonces faites par le secrétaire général de la présidence de la République sont-elles impulsées sous la pression des bailleurs de fonds? Et qu'en est-il de la lutte contre la corruption au Cameroun et de la gestion des fonds destinés à la finition des travaux, aux travaux de finition du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Emmanuel Pincy. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est une actualité qui est très brûlante. Et en parlant des morts, je dois également rendre hommage à un camarade de classe ami qui est Martin Aristide Okuda, qui a été ministre des Travaux publics, ministre du Plan, et qui est président du conseil d'administration de la SCB, de la banque, et qui est décédé hier à Paris. Nous avons un problème qui
qui est celui de la multiplication des morts au Cameroun. Quand nous avons quelque chose que les gens perçoivent qui peut entraîner une crise institutionnelle sur la fin du compte, qui a un certain ordre, une sorte de géontologue de qui est en train de diriger le pays et gouverner ce pays. Donc par conséquent, je crois que moi je rends hommage au professeur Médosé, que j'ai rencontré pour la première fois il y a une vingtaine d'années à Yaoundé au Mont-Fédé. C'est quelqu'un qui était très simple et il a des conditions pour tout à l'heure. Nous aurons l'occasion On va en parler tout à l'heure de la grâce et qui à mon avis n'existe pas. Merci Maître Emmanuel Pensy d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et juste en face de vous, c'est Maître Claude Assira qui nous a rejoint ce dimanche sur le plateau Droit de Réponse. Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et merci de nous recevoir. Et sur le plateau de Droit de Réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse, Edmond Cambien. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les panélistes ici présents. J'adresse, comme d'habitude, mes salutations sincères et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Sur le plateau de Droit de Réponse ce dimanche, il est cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est avec nous, Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour. Spécialement à Maître Pensy. Sa présence sur le plateau de Droit de Réponse aujourd'hui augure un lendemain meilleur sur le débat politique. Parce qu'à un moment donné, on a eu comme impression que le RDPC ne voulait plus débattre, ne voulait plus la contradiction. Bienvenue, bon retour sur Droit de Réponse, Maître Pensy. Et c'est avec vous, Maître Pensy. Oui, vous aviez autre chose à ajouter? Je voulais saluer les prisonniers politiques du MRC pour les renouveler notre soutien de ce que toute la nation souffre de leur arrestation arbitraire. Et je profite de l'occasion également pour souhaiter ou pour adresser mes condoléances les plus attristées à la famille du professeur Mendozé, celui-là qui a, à un moment donné, lorsqu'on était enfant, très bien animé la CRTV. Je lui ai rendu hommage sur ma page officielle de Facebook, où je me suis souvenu des émissions phares de la CRTV que nous avons connues à l'époque, telles que les délits, les vrais tam-tam week-end à l'époque, pas le tam-tam week-end d'aujourd'hui, les émissions en fin d'année telles que c'est la fête, ou pour lesquelles, les émissions pour lesquelles on suspendait tout ce qu'on a fait à la maison parce qu'on attendait c'est la fête. Donc, les Tintins comme le roi Léo, le professeur Gervais Mendozé avait géré la CRTV des mains de maître. Vraiment, mes condoléances à toute sa famille, mes condoléances également au Chief Moukete, qui est une page de l'histoire du Cameroun qui se tourne à partir de sa disparition. Et d'entrée de jeu avec vous, Maître Emmanuel Pensy, cette affaire Mendozé, quelques semaines seulement avant son décès, il y a eu cette information sur une supposée grâce présidentielle que personne n'a vu, du moins le décret, et surprise totale au lendemain de son décès, ou quelques heures après, c'est le directeur général de la CRTV qui déclare qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle et qu'il s'est montré plutôt discret sur cette décision du chef de l'État selon Charles Ndongo. Comment vous réagissez, vous, en tant que juriste et avocat, concernant une telle décision en rapport avec la situation judiciaire du professeur Gervais Mendozé? Tous les avocats qui se respectent et tous ceux qui ont lu au moins les dispositions légales du code pénal savent qu'il ne peut y avoir droit de grâce que lorsqu'il y a une décision qui a autorité de la chose jugée. C'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus de voie de recours. Et en ce moment-là, le droit de grâce, ce n'est pas comme ça, c'est l'avocat. En réalité, les avocats de Mendozé qui doivent faire une requête pour saisir le président de la République pour qu'il y ait une grâce présidentielle. Je crois également savoir, enfin je ne sais pas si c'est vrai, que Mendozé avait d'autres procédures qui étaient en cours. Je ne sais pas si la procédure où il a été condamné à 20 ans est définitive ou bien si c'est pourvu en cassation. Donc ça également, c'est les éléments. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'existe pas, en ce qui le concerne, un décret
parce que les dispositions de la loi sont strictes. Et on oublie, le président Biya, c'est quelqu'un qui a un DES de droit. Donc c'est un juriste. Donc il ne va pas violer la loi tout simplement parce que c'est Mendozé. Le problème de Mendozé, c'est pas par l'émotion. Les décisions sont là, 20 ans. S'il a fait un pourvoi, certainement la décision n'est pas définitive. Il y a d'autres décisions qui sont en cours. On ne peut donc pas dire qu'on le gracie, parce que les décisions sont encore là. Ça, moi, je pense qu'Assira, tout à l'heure, va vous donner encore un autre développement. Mais je ne voudrais pas que l'on dise en plus qu'un décret est secret. Je ne sais pas. Un décret a l'obligation d'être publié. Et normalement, au journal officiel. C'est une obligation légale. Hein. Ça, je vous dis, ça, c'est si n'importe quel juriste. Donc, il ne faudrait pas dire que le président de la République a signé le décret, mais c'est secret. Il est mort dans la voiture du président de la République, etc. Il est déjà mort. Donc, moi, je crois que il faut être sérieux quand quelqu'un est mort. Mendozé est mort dans des conditions, à mon avis, difficiles, terribles quand on le voyait. Il existe une jurisprudence où vous avez, par exemple, Yves-Michel Fotso, qui est parti se faire soigner en France. Vous avez également, ou au Maroc, vous avez également la même décision qui concerne Inoni Ephraim et certainement d'autres personnes. Et je crois que si c'est ce qu'on devait faire pour que ce soit équitable pour tout le monde, il faudrait que tous ceux qui sont dans des situations difficiles en prison actuellement puissent bénéficier des mêmes droits. Par exemple, je prends le cas d'Amadou Vamou qui est malade. Au bout de 65 renvois, on n'arrive pas à apporter la preuve. Tout à l'heure, nous allons discuter sur ce qu'on appelle tout ce qui concerne les problèmes de tenant public et la manière dont c'est géré au niveau du tribunal criminel spécial. Non, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais avoir la réaction de Maître Claude Assira sur cette grâce présidentielle qui est brandie aux yeux de l'opinion publique au moment où les images choquantes d'un Gervais Mendozé complètement affaibli, gravement malade, circulent sur les réseaux sociaux. Et il y a une insistance après son décès sur cette grâce présidentielle, cette attention particulière du chef de l'État. Est-ce que vous y croyez concrètement? Je suis appelé par un certain nombre de vos confrères qui veulent que je fasse, qui me font souvent la complaisance de croire que je peux avoir une analyse objective sur les questions juridiques. Mais je leur demande justement de me produire d'abord le texte sur lequel ils souhaiteraient que je puisse me prononcer, parce que sinon je risque de passer pour quelqu'un d'un peu superficiel et léger. Donc ils me disent non, il n'y a aucun problème, on en a la certitude, on va vous le rapporter. On l'a attendu, midi, 13h, d'autres journalistes sont arrivés avec exactement la même requête. Ce document n'est jamais venu. Je pense que s'il n'est pas venu, sachant que les journalistes habituellement sont des personnes qui sont relativement tuautées, c'est d'ailleurs prévu comme tel par la loi, puisque la loi protège les sources du journaliste, donc ce n'est pas péjoratif que de le dire. Donc théoriquement, qu'un journaliste puisse avoir une source ne devrait pas être quelque chose d'anormal. Or là, en l'occurrence, je n'ai jamais vu ce décret. Or, ce décret de grâce apparaît pour la première fois le lendemain de la mort, enfin au moins dans l'évocation officielle et publique, dans les termes que vous venez de l'indiquer. Moi, je pense à titre personnel que, sans doute, le directeur général de la CRTV est dans son rôle. Peut-être lui a-t-on présenté un document qu'il a peut-être vu ou cru ou interprété comme tel. Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de ces allégations, de ces affirmations. Mais l'analyse que vient de faire Maître Pincy, d'un point de vue juridique, me paraît quand même relativement, nous amène à faire douter de l'existence réelle de ce document. Si vous permettez juste 2 petites secondes pour expliquer à vos téléspectateurs que la grâce est une mesure normale, ordinaire. Enfin, normale, je veux dire légale. Elle est prévue comme telle par la Constitution et elle a été laissée au président de la République. On peut protester philosophiquement. Moi, je suis totalement opposé à l'idée d'une grâce parce que je ne vois pas ce que vient faire le président de la République dans le fonctionnement de la machine judiciaire, surtout quand elle s'est déjà prononcée. Il n'en demeure pas moins que c'est la situation aujourd'hui. Le président de la République français comme le président de la République camerounais interfèrent malheureusement, de mon point de vue puriste, dans le cours de la justice. Donc le président de la République a la possibilité de le faire, sauf que c'est une possibilité qui reste encadrée. Il faut que la décision sur laquelle la grâce intervient soit une décision définitive.
Or, en l'occurrence, et Maître Pencil l'a indiqué, la décision sur laquelle on est en train d'épiloguer faisait encore l'objet d'un recours, donc par conséquent, il ne pouvait pas être possible qu'il y ait une grâce là-dessus. J'ai écouté, et je crois d'ailleurs que je vous ai fait un petit message là-dessus, je vous ai écouté la semaine dernière sur ce sujet, et je me suis permis, j'ai trouvé l'analyse d'Edmond particulièrement limpide et pertinente sur le sujet. Il y avait une deuxième possibilité qui était l'interruption, l'arrêt des poursuites, qui elle aussi échappe au président de la République. Autant il peut le faire devant le tribunal militaire, puisque c'est lui qui mène l'action, même si on dit le ministre délégué, il est délégué à la présidence de la République, il peut le faire devant, mais là, il ne peut pas le faire. Oui. Donc, par conséquent, il n'avait aucun moyen légal. Donc, affirmer qu'il y a eu une décision de grâce me paraît, de mon point de vue, un peu imprudent, si ça n'existe pas. Si ça a été fait, c'est pire encore, parce que ça veut dire deux choses. Un, qu'il y a eu certainement une violation de la loi, et deuxièmement, plus grave encore, s'il y a eu une décision de grâce, ça veut dire qu'il a été maintenu dans des conditions qui ne lui permettaient pas de pouvoir se soigner, se défendre normalement, alors qu'il aurait dû en bénéficier. Donc, je pense que de mon point de vue, on aurait un peu tort d'aller aussi lestement dans ce... Quel pourrait être l'intérêt de pouvoir présenter à l'opinion publique qu'il y aurait une grâce présidentielle, qu'il y aurait une attention particulière du chef de l'État sur le cas Mendoza? Vous m'obligez malheureusement à un constat qui va être un constat double. Le premier qui porte sur le professeur Mendoza lui-même, sur sa personne, c'est l'individu, et le deuxième peut-être d'une façon plus large. Je pense que là, on a un peu, si vous me passez l'expression, la manifestation du cynisme. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a servi un pouvoir de façon particulièrement zélée. Il vous souviendra d'ailleurs qu'il est interpellé 2 ou 3 jours après son apparition à l'occasion d'une cérémonie qui concernait l'intimité du président de la République. Alors que depuis à peu près 9 ou 10 ans, il avait arrêté toute fonction publique. Donc, son interpellation de ce point de vue peut paraître étonnante parce que interpeller quelqu'un qui a arrêté toute intervention alors que les dossiers judiciaires étaient déjà bloqués au niveau du consupé et au niveau du déclenchement des poursuites, sa situation était connue. Depuis, on aurait dû théoriquement l'interpeller si on estimait que les éléments étaient suffisants 9 ou 10 ans auparavant. Donc c'est quand il intervient à l'occasion, je pense, d'une cérémonie familiale autour du chef de l'État que ça remonte un peu en surface et je crois dans les semaines qui suivent, il est effectivement interpellé et placé en détention. Donc on devrait se poser la question, de mon point de vue, peut-être pas, je ne veux pas dire par là, entendons-nous bien que le fait d'être un proche du président de la République devrait vous mettre à l'abri des poursuites. Ce que je veux dire, c'est que ça nous éclaire au moins sur la personnalité des gens qui nous gouvernent et les moyens qu'ils mettent en œuvre, souvent pour régler des situations qui sont les situations ponctuelles. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir après. Et la deuxième chose que m'inspire, c'est le cas des autres personnes. Beaucoup de Mendoza sont aujourd'hui sont encore aujourd'hui en prison. Faut-il attendre? Combien faut-il qu'il y ait eu de morts? Combien faut-il qu'il y ait eu de détresse personnelle, familiale, pour qu'enfin on se décide à jeter un regard sur la situation carcérale dans nos prisons, que nous décrions tous les jours, sans que personne ne nous entende? Voilà un exemple qui est relativement symptomatique et emblématique puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est connu comme étant proche. S'il ne peut pas bénéficier simplement de l'accompagnement juridique, légal, qui doit lui permettre de sauver sa vie, quel va être le sort des autres, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans l'entourage immédiat? Il y a une action concrète, pratique, à envisager de ce point de vue. Après vous, Maître Claude Assira, Edmond Kamdia, cette mort en détention et le cynisme que relève Maître Claude Assira à travers l'attitude des dirigeants du Cameroun, bien informés de la situation sanitaire du professeur Gervais Mendoza qui s'est détérioré au fil des années à cause de ces conditions de détention, comment expliquer que l'on brandisse aujourd'hui à l'opinion publique une supposée grâce présidentielle? D'abord, je voudrais dire que dimanche dernier, sur ce même plateau, j'ai suffisamment expliqué l'impossibilité pour le président de la République de déclarer ou de donner la grâce présidentielle à Mendoza, à Gervais Mendoza. J'aime évoquer la possibilité ou l'impossibilité d'un arrêt de poursuite dans son cas. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que je m'associe, n'est-ce pas, aux interventions des 2 précédents avocats qui vont dans le même sens que j'ai développé dimanche dernier et que je continue à soutenir, que je partage,
Parce que dans le cas Mendoza, il est très clair que quand le président de la République doit accorder une grâce présidentielle, il faudrait que la condamnation soit définitive. Or, il n'y a pas de certitude que le condamné, aujourd'hui, Dekuyos, défunt, ait eu, dans cette affaire ou dans d'autres affaires éventuelles, une ou d'autres ou plusieurs condamnations définitives. Donc, dans son cas, il est clairement certain de dire que ceux qui valident la rumeur, ou alors le directeur général de la CRTV qui a laissé croire qu'il y aurait une grâce présidentielle, qui a été tenue secret, on ne sait pour quelle raison. Je dois dire une chose, et c'est très important. Il faudrait que ceux qui ne sont pas habitués au droit, ou qui ne connaissent pas le droit, ne s'y aventurent point, pour ne pas dire des choses ignobles, des choses inexactes, pour ne pas dire des conneries. Surtout quand on occupe des postes de responsabilité importantes. Surtout lorsqu'on est à la tête d'une chaîne de médias nationale qui est censée donner la bonne information à l'opinion publique nationale et internationale. Je m'insurge là-dessus parce que c'est grave ce que le patron de la CRTV a déclaré. Maintenant, je continue à répondre à votre question pour dire que cette façon de faire montre, et je vais dans le même sens que Maître Assira, qu'il y a eu quelque part du cynisme. Et en politique, on le sait, il y a beaucoup de cynisme. Mais pourquoi, dans le cas de Gervais Mendoza, qui a été déjà condamné à plusieurs années de prison pour détournement de plusieurs dizaines de milliards, et qui s'est retrouvé, et c'est ça qui choque le plus, dans une situation de santé difficile, très difficile, et dont on a pu voir une vidéo circuler sur les réseaux sociaux qui montrait suffisamment la situation dans laquelle il vivait en prison et qui s'est retrouvé dans un centre sanitaire pour des soins. On l'a vu presque parti, c'est-à-dire dans la vidéo, on le sent en train de partir, pour ne pas dire mourir, parce que partir c'est mourir. Parce que la rumeur a circulé quand il était encore vivant. Et plus grave, la dernière déclaration faite, dans le même sens que la rumeur, survient après sa mort. C'est très grave. Je pense que la proximité que Gervais Mendoza a eue avec le chef de l'État, avec les différents gouvernements, je ne suis pas partisan de la discrimination, aurait milité en faveur, sinon des soins assez particuliers pour cet ancien proche collaborateur du chef de l'État. Je ne reviendrai pas sur les éléments de sa proximité qui sont énormes, entre les deux familles d'ailleurs. Si donc il aurait pu bénéficier de quelques particularités, je ne dirais pas de largesse au niveau de ses soins, et eu la faveur de bénéficier d'une évacuation sanitaire comme l'ont bénéficié d'autres détenus, la moindre des choses aurait été que son suivi en prison, comme ceux d'autres détenus, soit dans les meilleures conditions. Et cela pose, et c'est ça le vrai problème que pose la disparition de Gervais Mendoza, le problème de l'humanisation des lieux de détention au Cameroun. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Bouya, à Garoua, comme partout ailleurs, les lieux de détention au Cameroun sont de véritables mouroirs. Et l'image de Mendoza qui s'en va, pour laquelle j'adresse à sa famille mes sincères condoléances, parce qu'en plus, j'ai eu la chance de bénéficier des enseignements de son épouse lorsque j'étais étudiant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. J'ai bénéficié des cours d'anglais de son épouse. Donc, je tiens à dire qu'il est important et il est urgent que le côté pénitentiaire, que le secrétariat chargé des affaires pénitentiaires et que le ministère de la Justice en général revoient de concert avec le ministère de la Justice les conditions de détention
des prisonniers au Cameroun améliore le système sanitaire dans nos prisons. Parce que si ce n'est pas fait, ce qu'on est en train de voir, pourquoi ça touche? Parce que ce sont des personnalités médiatiques et en vue. Mais beaucoup d'anonymes sont morts depuis tant d'années que la presse ne s'en est pas émue. Il est donc urgent et important que le camp Mendoza serve de leçon aux dirigeants, à tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que le Cameroun ait des prisons qui respectent la dignité humaine. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Pierre-Emmanuel Bignam. Quel regard portez-vous sur le cas Mendoza, avec cette rumeur de grâce présidentielle, avec ces propos du directeur général de la CRTV indiquant qu'il est mort dans l'ambulance médicalisée, alors que la famille, du moins les proches de la famille, font savoir qu'ils ont plutôt saisi la présidence parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans les ambulances médicalisées existantes à l'hôpital central de Yaoundé. Ce sont eux qui ont saisi la présidence pour qu'une ambulance médicalisée arrive et permette qu'il aille faire ses soins médicaux au centre des urgences de Yaoundé et revenir pour mourir dans son lit d'hôpital à l'hôpital central de Yaoundé. Écoutez, Cédric, ce dont Mendoza avait besoin, ce n'est pas la grâce présidentielle du président Paul Biya, ni encore moins sa clémence, ni encore moins de son ambulance présidentielle, qui jusqu'à ce jour, si ces versions qui nous ont été racontées sont avérées, cette ambulance, jusqu'à ce moment, demeure le couloir de la mort. Mendoza n'avait pas besoin de ça. Non, du tout. Mendoza avait besoin d'un procès équitable, selon la loi du Cameroun, ou les lois en vigueur. Mendoza avait besoin d'un bon traitement. Prisonnier de son État, il avait besoin que l'humanisme soit mis à contribution pour son État. Il n'a jamais eu besoin de la grâce présidentielle. Et c'est à ce niveau qu'on fausse toujours le débat dans notre pays. Tout le temps, les regards sont en train d'être tournés vers un humain. Comme nous tous. Qui peut aussi être malade, qui sont malades comme nous. Et qui peut aussi être prisonnier un jour. Pourquoi pas? Qui vous a dit que le président Paul Biya ne sera jamais prisonnier un jour? Il a aussi des cas. Il a aussi des cas. Il pourrait être traduit au CPI. On ne sait jamais. Jésus-Christ a fait la prison. Mandela a fait la prison. Lui-même, le président Paul Biya peut faire la prison un jour. On n'a pas à se tourner tout le temps, tourner les regards de tout un peuple vers un humain pour implorer sa grâce. Alors que le contrat social que nous avons fait, non seulement avec le président Paul Biya, mais avec tout le peuple camerounais, c'est notre constitution. Nous avons une loi qui décrit les conditions de traitement des prisonniers. Au Cameroun, les prisonniers ne sont pas considérés comme des êtres humains au même titre que tout le monde. Il faut regarder l'état de l'univers carcéral au Cameroun en général. Allez à Newbel, allez à Kondengui, allez à Tcholiré, allez à Yoko, un peu partout. Les prisons au Cameroun sont des véritables camps de concentration, pire qu'au temps de Hitler. Les prisonniers développent des pathologies qui les tuent tous les jours comme des mouches. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du cas Mendoza. Parce que comme Edmond disait tout à l'heure, il était proche de la famille présidentielle. Mais combien de prisonniers sont proches de la famille présidentielle au Cameroun? Il se pose donc un problème d'humanisme dont le président élu Maurice Kamto a évoqué dans ses condoléances qu'il a adressées à la famille de Mendoza. Nous avons une vidéo virale qui a circulé dans la toile. Tout le monde a vu cette vidéo. Cette vidéo a touché plus d'une personne, des millions de personnes. Au-delà même, elle est allée au-delà même des frontières du Cameroun. C'est l'image de notre pays qui en pâtit. Donc on a un sérieux problème qui est doublé pour le cas d'espèce. Le premier problème concerne la justice camerounaise. Qu'est-ce que le ministère de la Justice attend pour réaménager les espaces dans lesquels nos prisonniers vivent? On a un nouveau code de procédure pénale qui permet que les gens comparaissent libres lorsque leurs domiciles sont identifiés. Combien au Cameroun bénéficient de ça? C'est une loi. Est-ce qu'elle est applicable?
On a un problème de la justice qui est aux ordres. Tout à l'heure, on a démontré que c'est lors de sa dernière sortie, alors qu'il n'était plus dans ses fonctions depuis plus de 10 ans. Il fait une sortie et directement, on ouvre une procédure sur lui. Ça veut dire que la justice camerounaise est à tête chercheuse. Il y a un problème. Il y a un autre problème, c'est celui de la santé. Celui de la santé. Nos centres de santé, pourquoi tout le temps on est en train de vouloir évacuer à l'étranger des gens qui sont dans des cas comme Mendozé? Parce que depuis 1982, depuis 39 ans aujourd'hui, le régime du président Paul Biya n'a pas pu doter au peuple camerounais des institutions sanitaires ou des infrastructures sanitaires qui puissent permettre à ce que les Camerounais se soignent décemment. Il est inadmissible qu'on soit en train d'évoquer les cas d'évacuation sanitaire tout le temps. Le professeur Mendozé n'avait même pas besoin d'être évacué à l'étranger. Il n'avait pas besoin de grâce présidentielle. Il suffisait qu'il ait un procès équitable. Il suffisait qu'il y ait un système de santé qui puisse le prendre en charge, même déjà à l'intérieur de la prison. Peut-être qu'il ne serait pas mort aujourd'hui. Donc, c'est autant de problèmes qui s'opposent. C'est un problème, le problème général ici, c'est la malgouvernance. La malgouvernance dans laquelle le régime de Paul Biya nous a plongé jusqu'à ce jour. Et l'un des mots de cette malgouvernance, Maître Emmanuel Pincy, c'est l'inéquité dans les procédures judiciaires décriées par vous, avocat au barreau du Cameroun depuis de nombreuses années, et surtout dans ces procédures concernant des justiciables devant le tribunal criminel spécial. Qu'en est-il réellement à la lumière du cas Mendozé? Oui, mais d'abord je tiens à faire un rectificatif, ou bien peut-être parce que notre ami Bignam et Pierre-Emmanuel n'a pas connaissance. Il y a eu ce qu'on appelle des investissements très énormes en ce qui concerne l'immobilier au niveau tout simplement de la justice. À Yaoundé, 15 milliards pour faire le TCS. À Douala également, des montants très importants pour faire des prisons. Il y a un certain nombre de tribunaux qui existent déjà, Banganté, un peu partout, pour améliorer également l'univers carcéral. J'avoue que lorsque j'ai été membre du Conseil de l'Ordre, nous avons fait une visite à la prison de New-Bel, qui devrait accueillir à l'origine 500 prisonniers. Et ce jour-là, il y avait 3789 personnes. Et lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur, nous avons visité ce qu'on a appelé à l'époque l'infirmerie. Il n'y avait même pas l'ASPRO. Et lorsque le colonel Tondejade lui rendait visite quand il était malade, effectivement, il a fallu la bienveillance du procureur général Ndiodo, qui est actuellement procureur général à la Cour suprême, pour qu'on le mette à l'hôpital. Au niveau des hôpitaux également, il y a un certain nombre d'efforts à faire. Mais ces efforts sont insuffisants. Vous avez un certain nombre d'hôpitaux généraux. Moi, je me souviens une fois, j'avais un problème de dents. Pour qu'on me fasse une radio de dents, j'ai cherché dans tout Douala. On m'a dit qu'il faut aller à l'hôpital général de Yaoundé. Je suis allé à l'hôpital général de Yaoundé. La machine était en panne. Ne parlons pas des scanners. Oui, c'est un véritable problème. Et s'agissant des personnes qui sont en prison, c'est une obligation légale de les soigner. On ne les soigne pas. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont en prison et ils crient, ils ne sont pas les seuls. Vous avez eu des cris, ces jours-ci, dernièrement, un ancien directeur général d'Asia TV qui a demandé en disant qu'il y a la Covid-19 dans sa chambre, il est malade et n'arrive pas à se faire soigner, jusqu'à ce que demain encore. Or, quand vous êtes directeur général de CRTV, vous êtes un proche du président. Moi, je me souviens un jour, dans une discussion que j'ai eue avec mon ami, il est en prison actuellement, Mebara, qui était à l'époque secrétaire général de la présidence. Le chef d'État était revenu d'une mission à l'étranger et lui avait posé la question, quand on allait l'accueillir à l'aéroport, il lui a posé la question, comment va M. Vamouké? Il va bien? Et il lui a dit, ah Amadou, si le président pose des questions comme ça, toi tu peux rester tranquille, on ne va jamais t'inquiéter. Or, on se trouve dans une situation aujourd'hui, dans des procédures inéquitables. Nous avons en tant qu'avocats reproché d'abord au TCS plusieurs choses. D'abord, le fait que ce soit à Yaoundé. C'est-à-dire, lorsque vous avez une procédure, on est obligé de se déplacer jusqu'à Yaoundé. Et pourquoi? Pour contrôler au niveau central les juges qui doivent rendre des décisions.
Or, ce n'est pas bon. Le problème qui concerne les détournements des deniers publics au Cameroun, c'est l'article 184 du Code pénal qui doit être réformé, qui disait que si vous avez, par exemple, détourné plus de 500 000 francs, c'est une condamnation à vie. Or, actuellement, vous avez quelque chose d'incroyable qui dit que si vous avez détourné plus de 50 millions, vous passez au TCS, et si vous remboursez le corps du délit, on vous libère. Et cela à l'encontre des dispositions de l'article 184, et c'est inéquitable entre ceux qui ne volent moins que ceux qui volent plus. Si bien qu'actuellement, ça fait que les conséquences, les gens se disent que ah, si c'est 50 millions, moi je préfère voler peut-être 5, 10, 15 milliards. Comme ça, quand on va venir me poursuivre, avec les 15 milliards, je vends l'argent, puisque les ventes d'argent se font à Douala. On vend l'argent à 10% le mois. Ça, c'est possible. Donc, vous vendez l'argent et après, vous allez rembourser. Et comme les magistrats sont ce qu'ils sont, ils vont aussi demander leur part que vous allez donner. Moi, je le dis en connaissance de cause parce qu'il existe la corruption. Or, quand le texte dit que c'est le ministre de la Justice qu'on doit voir pour que lui, il écrive pour dire qu'il faut arrêter les poursuites et sortir de la personne. Nous avons le cas de Atamanakuna, oui, qui semble-t-il aurait remboursé l'argent, mais on le maintient là pour des raisons que ceux qui sont initiés savent. Et cette raison-là, que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'il a créé la société marocaine, mais c'est lui-même qui est à l'intérieur comme l'un des principaux actionnaires. Et dans le cadre de la convention qui a été signée avec les Marocains qui sont partis, eh bien, on se retrouve dans une situation où des milliards sont partis en fumée. Et il se dit que ce monsieur qu'on a arrêté lorsqu'il est parti au Nigeria avec plusieurs milliards en poche, ça veut dire qu'on ne veut pas le laisser parce qu'on sait que même s'il rembourse cet argent, il a encore beaucoup d'argent derrière. Donc, je crois que ce qu'on est en train de dire, c'est le fait qu'il faut réformer. Vous avez, par exemple, vous êtes à Kousséri. Si vous détournez l'argent à Kousséri, on vous prend, on vous amène à Yaoundé. Le lieu sur lequel on doit faire les enquêtes, c'est à Kousséri. La loi dit que les magistrats ont l'obligation de rendre une décision dans le 6 mois. Or, on ne peut pas enquêter. On vous enferme à Kousséri. Votre ami, la famille est obligée d'aller à Kousséri. Et nous avons eu des choses dans le cadre, par exemple, de l'affaire PAD contre l'État du Cameroun, où Siam Siewe avait acheté une vedette. Le PAD avait même sorti une autre brochure dans laquelle on voyait cette vedette. Mais dans le cadre de la procédure, on avait dit que Siam Siewe a volé l'argent et n'a pas acheté cette vedette-là. Et on s'est retrouvé également dans des procédures où lorsque on apportait des pièces, on vous demandait, ça c'est ce qui est produit dans le code, que vous produisez l'original. Lorsque, à l'époque, mon ami Aïssi Nga prend le dossier et dit que j'ai l'original de la pièce, on suspend pour qu'il aille chercher l'original. Quand il produit l'original à l'audience, on lui dit que vous avez volé l'original parce que l'original devait se trouver à l'intérieur de la société du PAD. Donc on arrive dans ce qu'on appelle dans les procès qui sont kafkaïens et dans lesquels ce qui me paraît grave, c'est que quand on vous arrête, il n'y a aucune preuve dans la moitié des procédures. Et c'est lorsque vous êtes arrêté qu'on commence donc maintenant à chercher des procédures. Et c'est pour ça qu'on a abouti à ce qui se passe avec Vamulke, avec les 66 renvois sans qu'on ait des preuves. Donc cette situation doit cesser. Il faudrait qu'il y ait dans chaque tribunal, un tribunal criminel spécial et qui est, s'ils le veulent, une cour criminelle spéciale où on ira en appel qui se trouve à Yaoundé. Mais ça permettra de décentraliser les affaires, de décongestionner le criminel spécial et on pourra avoir des justices libres et équitables. Nous, en tant qu'avocats, nous sommes choqués par ce qui nous apparaît comme une juridiction déception et c'est très mauvais pour l'image du Cameroun à l'étranger. Après vous, Mohamed Kodafira, sur ces procédures judiciaires engagées contre des personnalités de la République dans le cadre des affaires de détournement présumé des deniers publics, il est observé de très longues périodes de détention
et des inculpations où on parle de centaines de milliards de francs CFA, et durant les procédures, lorsque les procès sont enfin ouverts, on se constate qu'on va jusqu'à une dizaine, une cinquantaine de millions finalement au terme de la procédure. Comment expliquez-vous ces différentes affaires au regard de la situation qu'a vécu le professeur Gervais Mendozé? J'ai envie de vous poser une petite question que vous allez peut-être trouver un peu hors sujet. Quand un pays a besoin de 4 ou 5 ans pour donner à un citoyen une carte nationale d'identité, vous pensez que c'est un pays normal? Bien. Donc, c'est un peu, c'est caricatural, mais c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Une carte nationale d'identité obéit à un processus qui est relativement sommaire. La justice, c'est un processus qui est beaucoup plus compliqué, surtout la justice pénale, surtout la justice pénale financière. Donc, imaginez, quand vous n'êtes pas en mesure de faire des choses simples, pouvez-vous vraiment attendre d'un tel système qu'il soit beaucoup plus vertueux, là où la technique est beaucoup plus compliquée? Voilà. C'est ça la véritable question qui se pose en matière de justice. Moi, je pense que on a voulu, je vais prendre le risque, j'ai au moins le mérite, avant que l'encre sur le texte qui créait le tribunal criminel spécial ne soit fraîche, j'avais déjà indiqué dans un article que cette juridiction était une juridiction anormale. Tout ce que j'ai indiqué, j'aurais aimé pouvoir être en tort. Malheureusement, aujourd'hui, depuis 2012 qu'il est entré en fonctionnement, on est en 2021, donc presque bientôt 9 ans, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'avais craint se retrouve aujourd'hui concentré entre les mains du tribunal criminel spécial. La première difficulté du tribunal criminel spécial, c'est pourquoi a-t-on voulu mettre l'accent sur la dimension répressive plutôt que sur la dimension préventive. Il existe des moyens qui puissent mettre l'argent en sécurité. Le Cameroun a adhéré à un certain nombre de conventions, les conventions CEMAC, des règles prudentielles qui permettent d'empêcher. Il y a un texte constitutionnel qui prévoit la déclaration de biens et de patrimoine que le Cameroun n'a jamais osé mettre en œuvre. Beaucoup d'autres dispositions de ce type existent qui doivent permettre aux citoyens qui ont la charge de fonds à gérer à se mettre à l'abri de toute tentation. On n'a rien voulu le faire. Pire, on a enlevé les dispositions qui existaient dans le projet de code pénal avant celui-ci de 2016. On les a enlevés délibérément. Donc, on a dit aux gens, allez-y, gérez. Maintenant, nous allons voir au petit bonheur la chance. En fonction de tel ou tel paramètre, on va essayer de voir dans quelle mesure on va déclencher les procédures. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez des procédures qui sont encadrées, pilotées, je vous l'ai dit tout à l'heure de façon anecdotique s'agissant de M. Mendozé, qui avait déjà son statut pénal, qui était arrêté depuis un certain nombre d'années, mais on a décidé à un moment donné, c'est au moment où celui qui doit prendre la décision appuie sur le bouton, que la machine se mette en route. Bien, donc on peut se douter que s'il y a quelqu'un pour déclencher la procédure à sa convenance, ça va être le même qui risque d'être quelque part, également au moment de l'instruction, et il pourrait y avoir des chances que ce soit aussi le même qui soit quelque part au moment du rendu de la décision. Donc par conséquent, le mécanisme, la traçabilité de la décision en matière de poursuite pour les infractions des atteintes à la fortune publique est tellement opaque que la question à laquelle vous me soumettez ne relève pas du tout. Je pense qu'il me faudrait, enseigner parfois à des étudiants un peu le droit, mais je crois que là-dessus, j'ai besoin moi-même de me remettre à 8 années d'études pour arriver à comprendre ce qui a pu être dans l'esprit et du législateur et des auteurs des poursuites pour avoir le système tel qu'on l'a aujourd'hui en matière d'atteinte à la fortune publique. Et parlons des auteurs de poursuites, Edmond Kamdia. Il y a eu cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre d'État, garde des Sceaux en charge de la justice, lui instruisant, sur haute instruction du chef de l'État, d'ouvrir des enquêtes judiciaires, d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs, co-auteurs et complices de malversations financières dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Et la correspondance indique qu'il y a en copie le rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19.
Quelle analyse faites-vous de cette instruction donnée au ministre garde des Sceaux? D'abord, il faut dire que c'est une bonne instruction et ça rentre dans le cadre d'une opération, j'allais dire, qui a été pratiquement déclenchée par un député de l'opposition. Parce que depuis plusieurs mois, il y a un député du SDF, Jean-Michel Nitieux, qui interpelle le ministre de la Santé sur la gestion de la pandémie Covid, sur tous les dons qu'il a reçus, sur tout l'argent qu'il a reçu. On a vu les effets que cela a produit dans l'opinion publique nationale. On a également vu comment les interpellations de ces députés ont amené des cadres de la République, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau de la société civile, à prendre position sur la nécessité d'interpeller le ministre de la Santé et même l'ensemble des ministères qui ont reçu des fonds dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Et c'est dans ce sens que j'ai situé les hautes instructions, le texte, n'est-ce pas, du ministre d'État, secrétaire général, président de la République, qui, sur la base des hautes instructions du président de la République, interpelle, enfin demande au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de bien vouloir interpeller les auteurs, co-auteurs, n'est-ce pas, des personnes concernées par le rapport de la Chambre des comptes, pour qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité, beaucoup plus de responsabilité sur ce qui s'est effectivement passé. Et je pense que, vu dans ce sens-là, je peux également situer le cadre dans lequel nous sommes en train de débattre de la question. N'oubliez pas que le FMI est rentré dans le jeu, puisque le FMI veut qu'on lui rende compte, n'est-ce pas, de l'argent qu'il a donné au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Et quand je mets tout ça ensemble, je me rends compte que, au niveau de la présidence, qu'on l'ait voulu ou pas, le fait que le FMI se soit mêlé pour savoir exactement ce qu'on a fait de l'argent des fonds qu'ils ont donné au Cameroun pour lutter contre la pandémie, cela interpelle le gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes en passe de savoir qui a fait quoi. Vous savez, ce que nous ne pouvons pas à notre niveau, c'est que nous n'avons pas le rapport de la Chambre des comptes. Mais au moins, à la présidence comme au niveau du garde des Sceaux, il aura certainement ce rapport. Il aura tout ce qui a été dit et pourra, au niveau de ce que chacun des acteurs, au niveau des ministériels, ont fait de l'argent, de la lutte, de la riposte contre la pandémie, on pourra véritablement déterminer qui sont ceux qui n'ont pas respecté, qui sont ceux qui n'ont pas respecté les normes, qui sont ceux qui sont passés outre, pour ne pas dire en fait, qui sont ceux qui ont détourné de l'argent. Parce que véritablement, je pense que c'est vers là qu'on s'engage et c'est une bonne chose. Après, vous, justement, Maître Lassira, je vous en prie, allez-y. 30 petites secondes. Oui. J'apprécie infiniment les analyses d'Edmond habituellement, mais là, je suis en désaccord total avec lui. L'exécutif n'a pas à interférer d'une façon ou d'une autre dans la machine judiciaire. Quels sont les points d'ombre que vous avez identifiés? Ça s'appelle l'empiètement. Et l'empiètement est une infraction pénale prévue et réprimée par notre code. Donc, l'exécutif, parce que si vous allez sur ce terrain-là, je vais vous demander, et si le président de la République n'avait rien dit donc, il n'y aurait pas de poursuite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre, mais il faut pouvoir autonomiser un procureur de la République, une administration institutionnelle doit avoir la possibilité, l'autonomie, la personnalité juridique lui permettant de déclencher par elle-même des poursuites à partir du moment où des infractions ont été constatées. Aller les centraliser à un échelon politique fait nécessairement intervenir une notion d'arbitraire qui doit nous faire peur. Parce qu'à partir du moment où la politique entre par la porte, la justice fuit par la fenêtre. C'est le seul point sur lequel je suis en désaccord avec vous. Alors, lorsque vous évoquez ce point, je souhaite aussi que Maître Emmanuel Pincy puisse réagir. Lorsqu'on parle de malversation financière dans la gestion des fonds Covid, comment en est-on arrivé à un tel scandale? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de savoir que la Chambre des comptes a examiné la manière avec laquelle le gouvernement a utilisé les fonds Covid-19 et elle indique, selon la correspondance du secrétaire général à la présidence de la République, qu'il y a eu des malversations financières? Je n'ai pas lu le rapport, mais j'aimerais savoir quel est le montant des fonds Covid. Parce qu'on me parle de... Il y avait à peu près 180 milliards de francs CFA. Il y avait également un fonds de solidarité nationale
ou plusieurs organismes Ça veut dire que et institutions. à mon avis, il paraît que c'est le double. On nage dans les sommes qui sont énormes. Et sur lesquelles je suis abasourdi. Parce qu'avec les fonds Covid, on aurait conçu pas mal d'hôpitaux de référence. Et on aurait pu avoir... quand on sait qu'aujourd'hui, à Douala, il n'y a pas de tests. Vous allez chercher les tests, vous ne les trouvez pas. Les vaccins ne sont pas présents. On ne sait d'ailleurs pas quel est le vaccin qui va être inoculé aux Camerounais. L'AstraZeneca, tout le monde ne veut pas en parler. Un journaliste, un de vos collègues, a posé des questions pour savoir si le président de la République a été vacciné. Il semblerait que c'est une affaire d'État. Parce que ça aurait posé la question de savoir quel est le vaccin qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet secondaire de nature à entraîner un coup d'État scientifique. Parce qu'on en est là, dans des fantasmes terribles sur cette affaire. Bon, maintenant, et j'apprends totalement ce que dit mon confrère Assira sur le principe de la séparation du pouvoir, que les gens semblent oublier. Tu vois, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et je ne comprends pas, lorsqu'il y a une immixtion en disant que le président de la République a donné l'ordre de faire l'enquête, je crois qu'il faut être plus subtil. Parce que c'est quand même un gouvernement. Il peut y avoir des réunions et à ce moment-là, l'enquête peut être déclenchée, ne serait-ce que par un simple procureur de la République, sur la base de l'opportunité de poursuite. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de lui dire de le faire, on le réunit, le procureur général le convoque, ou le ministre, etc., et il enclenche une procédure. Donc la procédure peut être engagée, vous comprenez. Si la procédure a été faite par, notamment, si on dit que c'est la Cour des comptes qui le fait, et que le dossier soit transmis au président de la République, puisque c'est ça la nouvelle mesure. Avant, c'était la commission de discipline budgétaire qui est comptable, qui a envoyé le dossier à la présidente de la République, et le président de la République avait le loisir, comme bon lui semble, d'enclencher une procédure ou non. Or, d'après les discussions que j'ai eues avec pas mal de membres de la Chambre des comptes, ils m'ont dit que c'est la Chambre des comptes dorénavant qui va le faire. Ça veut dire qu'on va enlever au consup cette force-là, qui est également une force de corruption. Parce que tous les agents, les inspecteurs qui allaient enquêter, prenaient de l'argent chez les directeurs généraux qui allaient enquêter. D'ailleurs, le texte même est clair. Il dit que c'est le directeur général chez qui vous allez enquêter qui doit payer votre hôtel, vous donner l'argent de poche, etc. Ce qui est une anomalie au niveau du droit et s'entraîner des corruptions. Et sur ce qui s'est passé, il ne faudrait pas, je souhaiterais que le gouvernement soit plus subtil dans le cadre de, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette propension tous les jours, on attend, le SGPR a écrit une lettre, a donné des instructions au ministre de la Justice, ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Il faut que ça... Alors, non, quand le secrétaire général de la présidence de la République s'adresse directement à un ministre, sans passer par le chef du gouvernement, lui donnant directement les instructions du chef de l'État, c'est devenu une culture gouvernementale chez nous. Je suis en train d'expliquer que la justice est très différente. La justice est différente du fait de la séparation des pouvoirs. Le SGPRC qui a les pouvoirs du président de la République, souvent maintenant passe par le Premier ministre, et pour être, disons, poli, il écrit au secrétaire général pour lui donner les instructions au Premier ministre, parce que dans la hiérarchie, c'est le Premier ministre qui arrive avant lui. Mais dans les faits, pratiquement, c'est lui le numéro 2. Bon, et je dis, il y a une sorte de dérive qui fait en sorte que, d'ailleurs, si vous vous rendez compte, le secrétaire de la présidence est vu maintenant comme l'homme le plus puissant et le plus détesté, en même temps du Cameroun, qui fait l'objet d'un certain nombre d'accusations, souvent qui sont même fausses. Donc on l'accuse de tout et de rien. Et je me réjouis du fait que, sur ce point-là, que le président de la République veuille maintenant avoir un œil sur la gestion des fonds Covid, qui sont des fonds très importants. Et que lorsque le ministre de la Santé faisait des conférences de presse quotidiennes pour dire il y a eu tel nombre de ceci, on a fait ça, je souhaiterais également, par rapport à ce qu'a fait Nietzsche, qui était de faire la demande pour savoir ce que c'est, qu'on soit plus clair.
Le ministre de la Santé, d'ailleurs, s'est défendu. Oui. Et a demandé d'ailleurs que Ninche vienne le voir. Il semblerait que les fonds ont été distribués dans un certain nombre de ministères. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Donc, à un moment donné, il faudrait... Parce que si c'était une distribution d'argent à un certain nombre de personnes, le Cameroun a besoin actuellement, avec, je dis, la Covid-19, que tous les jours, les gens meurent. Et vous voyez, tous les jours, les gens meurent et personne ne sait. Vous allez, il n'y a pas de test, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Et vous me dites 160 milliards ou 100 ou 280 ou 300, le FMI s'en mêle, ça veut dire tout simplement que là, nous atteignons les sommets et ça a besoin de clarté pour réparer l'image du Cameroun. Après vous mettre pinci, Pierre-Emmanuel Bignam, comment en est-on arrivé à un tel scandale de malversation financière concernant les fonds Covid? Lorsqu'ils sont arrivés, on a vu les ministres de la République brandir qu'il y aura transparence dans la gestion des fonds, qu'ils ont juré la main sur le cœur, que tous les fonds étaient destinés à l'achat des équipements médicaux nécessaires à la prise en charge des Camerounais et l'encadrement du personnel médical. Et quelques mois plus tard, il y a ce rapport de la Chambre des comptes et cette note du secrétaire général à la présidente de la République qui parle de malversation financière. Cédric, il y a une expression qu'on utilise généralement au quartier et que les enfants utilisent et que les Camerounais aiment bien. C'est chaque temps, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. Une fois sur ce plateau, j'avais dit que le professeur Kamto, le président élu, est un illuminé. Les gens ont mal pris ma déclaration. Un illuminé? J'ai dit c'est un illuminé. Et moi aussi, il me semble que c'est gens, ça un illuminé. Les gens ont mal pris. Je parlais en termes sous le prisme de visionnaire. Il y a un an exactement, le président élu, Maurice Kamto, a fait une proposition au gouvernement camerounais, vu la situation et l'urgence de la pandémie qui venait avec une vitesse dévastatrice. Il a fait une proposition de la création d'une commission nationale de riposte contre la pandémie. Ça devait être comme une sorte de task force. Et il a même prévu que c'est le président Paul Biya lui-même qui allait être l'ordonnateur de tout. Donc superviser cette commission-là. Elle devait être inclusive. Elle devait réunir tous les départements ministériels, les organisations de la société civile, les partis politiques, les syndicats, le JICAM, et même nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais personne n'a écouté la proposition du MRC à travers son leader. On s'est moqué de nous. Parce que le président élu Maurice Kamto savait que un an après, ou quelques temps après, on allait se retrouver dans la même situation. Chaque temps, avec le régime de Paul Biya depuis 39 ans. Il savait que les problèmes de détournement de ces fonds-là allaient se poser. Aujourd'hui, on constate que le gouvernement camerounais réagit suite à la sortie du FMI. Donc, si le FMI n'avait même pas brandi ce rapport-là, les lignes ne seraient pas en train d'être bougées aujourd'hui. Quel est réellement le rôle de l'Assemblée nationale dans notre pays? Tout à l'heure, on parlait du principe de séparation de pouvoir. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Si ce n'est que de questionner l'action gouvernementale. Un député sur 180 est le seul qui s'est levé. Et il a été traité de tous les noms pour dénoncer la situation. Et vous vouliez que le MRC aille se mêler dans ce genre dans cette mare de l'Assemblée nationale là? Pour dire quoi? Pour porter quelle voix? Lorsqu'on démontre ici par les experts du droit que tout compte fait, on constate que c'est une seule personne qui est le décret de déclenchement de toutes les procédures et qui est également à la fin. Nous sommes face à une situation où le régime de Paul Biya
l'a idéalisé, on a idéalisé un seul homme qui concentre tous les pouvoirs. Et avec tout ce que ça comporte comme mafia. On constate que le président Paul Biya, jusqu'à ce jour, ne s'est pas encore réellement démarqué de sa déclaration qu'il a faite, je crois en 86, lorsqu'on lui a dit qu'il y a des voleurs, des détourneurs de fonds publics, il a demandé où sont les preuves. Donc ça veut dire que nous sommes face à un régime où tu peux voler, du moment où ça ne fait pas de bruit, tu prends ta part. Mais dès que ça commence à faire de bruit, les partenaires comme le FMI commencent à dénoncer et lorsque surtout il y a des soupçons que ton vol peut menacer le monarque qui est sur la chaise, en ce moment-là, tu vas avoir la répression de l'État. Il y a des procédures qui vont être ouvertes contre toi. Je suis d'accord avec Maître Assira que la justice elle-même a des mécanismes suffisamment clairs qui lui permettent de déclencher une enquête lorsqu'il s'agit des cas comme des détournements de fonds publics. Et je suis d'accord aussi avec Maître Pensy, qui est du RDPC, c'est au cadre du RDPC. Lorsqu'il est dépassé par la situation, vous pensez que moi, qu'est-ce que je peux dire en ce moment-là? L'image du Cameroun aux yeux du monde entier. Il y a une chose que le régime président Paul Biya a réussi à nous donner, c'est qu'on a été un jour champion du monde de la corruption. Ça, c'est au moins l'honneur que ce régime nous a donné. On a été champion du monde de la corruption. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Vous pensez que tout le temps, lorsqu'il y a des situations comme la pandémie qui arrivait pour dévaster notre population, on ne peut pas à un moment donné taire nos différences et tout pour se tenir la main dans la main et travailler ensemble? Pourquoi aujourd'hui les scandales de 200 et poussières de milliards continuent encore à être brandis sur les fonds de la pandémie? Ce n'est pas normal. Nous disons que ce n'est pas normal. Il est temps, et je ne cesserai de le dire, que le RDPC reconnaisse qu'ils ont échoué et qu'ils laissent d'autres acteurs de l'opposition prendre le pouvoir, en l'occurrence le MRC. Qu'il laisse le MRC, avec son leader, le président élu Maurice Kamto, présider à la destinée du Cameroun pour expérimenter un nouveau type de leadership. Parce que nous sommes dans un leadership, nous développons un leadership d'éveil. Nous ne dormons pas. Vous avez vu par exemple l'initiative Suivi Cameroun, qui est venue à la rescousse de plus de 2 millions de Camerounais avec des gratuités telles que les masques et les tests gratuits. Alors, nous avons besoin d'un nouveau leadership. Le leadership du président Paul Biya et de tout son régime a échoué. Ce leadership a déçu les Camerounais. Il faut libérer la place et laisser d'autres personnes faire. Alors, c'est votre diagnostic. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, Maître Pensy, sur l'échec de ce leadership actuel, d'une nécessité de refonte du système et de l'arrivée d'une nouvelle classe dirigeante? D'abord, vous savez très bien que je ne peux pas être d'accord avec ce que dit Binyam. Il est sympathique. Mais qui nous disent que sont devenus les fonds survival? Dans survival, il y a deux mots qu'il faut se faire. C'est-à-dire, vos fonds n'ont pas survécu au vol. Parce que vous avez détourné l'argent que les Camerounais ont cotisé pour vous aider à faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai vu des images de la construction d'un immeuble à Yaoundé, en ce sens. Et également, la personne qui s'occupait du compte à Paris, à Strasbourg notamment, est interdite de banque. Moi, si on fait un niveau de polémique, on va venir au niveau de la polémique. Moi, je pensais qu'on était dans un débat serein sur lequel on discutait. Si c'est pour la polémique, je suis trop fort là-dessus. Et je crois que sur ce point-là, peut-être qu'il n'y aura pas match. Je voudrais vous dire une seule chose. S'agissant des élections, les élections, c'est les urnes. C'est au niveau des urnes que le peuple a choisi le président de la République. Et à partir de ce moment-là, vous allez attendre votre tour si éventuellement vous serez recevable à pouvoir postuler par Kamto à la fonction suprême après le mandat du chef d'État. Pour l'instant, il me semble que le fait que vous n'ayez pas un seul élu va être un handicap pour que Kamto puisse se présenter aux prochaines élections présidentielles. Donc moi, je voudrais qu'on soit sérieux là-dessus et dire ceci. La corruption est un élément qu'il ne faut pas écarter au Cameroun. Le chef d'État lui-même en parle tous les jours.
Et je crois tout simplement que les Camerounais exagèrent. Mais pourquoi Tout à l'heure, l'État en parle depuis de nombreuses années et rien ne change dans les actes, je suis en train de dans le discours, dans la qualité de la gouvernance, maître. Je suis en train de continuer. Tout à l'heure, mon confrère Assira s'est arrêté parce qu'il vous a dit qu'il y a eu des réformes, c'est parti. Ces réformes comprenaient ce qu'on appelle le problème de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire qui concernait le renversement de la charge de la preuve. Ça existe dans plusieurs pays. C'est-à-dire, il est étonnant qu'un simple fonctionnaire qui a 300 000, 400 000 francs se trouve avec une fortune de 3-4 milliards. Il y a d'autres qui en ont plus. Et qu'à partir de ce moment-là, si on faisait le problème de l'enrichissement illicite, on allait demander, mon frère, comment vous avez fait pour avoir cet argent-là? Vous êtes tellement un excellent gestionnaire. Et on allait le coincer sans avoir besoin à mettre tout ce monde-là en prison, à engager des budgets énormes, etc. Or, semble-t-il, certaines personnes ont eu peur en disant que si c'est ça, ça va être la chasse aux sorcières. Je ne pense pas que ce soit la chasse aux sorcières. Pour être honnête avec vous, je trouve normal, même si c'est dans le Mali, qu'il y ait des ministres qui soient là depuis 40 ans, comme Bello Bouba Maïgari, etc. Bon, parce que ça entraîne un problème au niveau de la gouvernance. Est-ce que vous trouvez normal? Même on a parlé tout à l'heure de Chief Moukete. Chief Moukete a une activité politique qui dépasse les 75 années. Puisqu'il a commencé, il était parmi ceux qui agissaient en 1960 déjà. En 1960, c'était un jeune homme puisqu'il est né. Bon, mais les autres n'étaient pas nés ici. Il a traversé tous les siècles. Voilà le monsieur qui est né juste un peu après le 19e siècle, qui meurt au 21e siècle. Et il est toujours au pouvoir. Et pour moi, ça me pose un problème. Quel problème? Je dis, il y a la génération. Est-ce que vous vous rendez compte, etc., que Chief Moukete est l'arrière-grand-père du président Macron? Il a son âge. Est-ce que vous trouvez normal que les hommes politiques, à un moment donné, ne trouvent pas le moyen, même s'ils sont élus à un moment donné, de dire qu'on va commencer à avoir une nouvelle classe dirigeante émergente, élue, qu'elle soit de n'importe quel parti, ok? Parce que c'est le peuple qui est souverain. Il faudrait qu'on en arrive là. Quelles sont vos inquiétudes par rapport à la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que à partir du moment où tous les gérontologues, je suis d'accord avec vous, et pour moi, je me souhaite une longue vie aux anciens qui soient là pour nous donner des conseils. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils passent le témoin. Ça fait partie au point de vue historique. Nous avons eu ça en France dans une affaire, c'était les élections qui concernaient le RPR. Il y avait un ministre en France qui était Premier ministre, Couve de Murville. Et Couve de Murville a voulu se présenter aux élections sénatoriales. Quand il avait plus de 82 ans, on lui a dit que non, vraiment, on ne peut plus te prendre. Malgré tout le respect qu'on te donne, on ne peut plus le prendre. Je crois que c'est un vrai problème au Cameroun de savoir donner la place aux jeunes. Comme si les jeunes n'étaient pas suffisamment compétents pour pouvoir avoir... Or, ceux qui sont au pouvoir actuellement sont arrivés au pouvoir très jeunes. Le chef d'État lui-même est arrivé là comme président à 49 ans. Tout à fait. Et il avait des fonctions très importantes au niveau de la trentaine. Et je souhaite que ce qui s'est passé dans le temps puisse être l'occasion pour qu'il y ait... Et il y a des jeunes qui sont compétents et qui peuvent le faire pour qu'on puisse aller de l'avant. Après vous, Maître Claude Assira, pour revenir sur le sujet principal concernant ces cas de malversation financière, au-delà de l'opportunité de poursuite qui pourrait être activée par la justice camerounaise, il y a cette question de transparence et de gouvernance, d'engagement de la part des ministres en 2020 lorsqu'ils reçoivent ces fonds Covid qui viennent de la solidarité nationale et internationale. Ils jurent la main sur le cœur que ces fonds seront gérés avec la plus grande transparence. Pour vous, que signifie cette conclusion de la Chambre des comptes qui ressort à travers la correspondance du secrétaire général de la présidente de la République, à savoir malversation financière? Je vais vous répondre. Je vous assure que je vais vous répondre. Mais je voudrais d'abord embrayer sur le raisonnement qu'a entrepris mon excellent confrère aîné, Maître Pincy, tout à l'heure, qui n'a pas voulu répondre à la question que vous lui posez, qu'est-ce qui pose problème? Je pense vraiment en toute humilité
qu'autrefois, on a eu un problème de volonté politique de lutter contre la corruption. La volonté de le faire. Malheureusement, le président de la République, sans doute, si j'employais le mot, ça pourrait être péjoratif, vu du côté du président de la République, mais peut-être par ingénuité, par naïveté, a peut-être pensé qu'en indiquant qu'il voulait les preuves, il croyait bien faire, ce qui est normal dans la légalité, sauf que, sur le terrain d'efficacité, d'autres ont pensé que cela voulait dire que tant qu'ils ne se feront pas prendre, ils peuvent y aller sans aucun problème. Donc il y a eu au début un problème de volonté politique. Aujourd'hui, le problème est un problème de capacité politique. Je m'explique. Je vous en prie. Si on voulait aujourd'hui lutter contre la corruption, y arriverait-on? Ce sont les mêmes personnes, et Maître Pincy l'a très bien indiqué, qui sont aux affaires depuis des décennies. Vous ne pouvez pas leur demander de se couper un bras, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Le système s'est construit, bon an, mal an, pendant 40 ans, sur des mécanismes et des réflexes qui sont des réflexes mauvais. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est à l'intérieur du système et qui y a été depuis longtemps de combattre le système qui lui vaut d'être là où il est. C'est pas possible. Donc, franchement, au risque d'être pessimiste, dans la situation actuelle, sauf s'il y avait une révolution tectonique, un tremblement de terre, je peux vous le dire, je vous le dis comme je pense, comme je le sens, de l'intérieur de mon analyse, je veux me tromper, mais je ne pense pas qu'on ait la moindre chance de nous en sortir. Donc pour vous, Maître Claude Assira, en quelques mots, ces enquêtes judiciaires qui sont prescrites dans le cadre des malversations financières des fonds Covid ne pourraient pas aboutir à l'identification des principaux responsables je vous ai dit que j'allais et répondre. Leur arrestation. Vous savez, je ne vais pas hurler avec les loups, parce que évidemment aujourd'hui c'est facile de dire que bah oui, il faut des enquêtes. Moi franchement, je vais inviter tout le monde à la prudence. Et je vais également vous dire pourquoi. D'abord, premièrement, parce qu'on a prévu dans notre constitution et dans notre loi des dispositions qui instituent une chose dont on prononce souvent les termes sans pouvoir dire exactement de quoi il est question et sans l'appliquer. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Donc toutes ces personnes-là sont, au jour où je vous parle, encore présumées innocentes. Personne ne doit être déclaré coupable uniquement en raison de la rumeur ou de la clameur. Ce n'est pas le décret, ce n'est pas la lettre du secrétaire général à la présidente de la République qui fait la culpabilité, qui fait la décision. Ce n'est pas non plus les médias ou la demande du FMI. Donc je pense que pour l'instant, nous gagnerions tous à être prudents. Je veux rajouter à mon dossier le fait que nous avons un autre dossier qui aurait dû justifier, du moins dans le ton, dans la chronologie, qu'on s'interpella à un moment donné. Lequel dossier? La CAN. La question de la CAN. On n'a jamais eu d'enquête sur la CAN. Bien. Donc, si la volonté avait été vraiment d'assainir, de chercher à comprendre, d'expliquer, de voir plus clair, je pense que chaque fois qu'un problème aurait été déclenché, les mêmes causes auraient forcément produit les mêmes effets. Donc là, en l'espèce, moi je vous dis également comme je pense que nous sommes rentrés dans une sorte de scénario, c'est la chronique d'un sacrifice annoncé. Parce que ce qui va se passer à la fin, c'est que comme on a demandé des têtes, il va y avoir des têtes. Je ne sais pas comment on va s'arranger, s'il va être, j'ai vu déjà des procédures qui ont été menées vraiment à l'emporte-pièce, Maître Pincy en a parlé tout à l'heure, à l'emporte-pièce, sans aucune preuve. Mais à partir du moment où il faut une victime sacrificielle, peu importe le contenu du dossier, il va falloir qu'on porte à l'échafaud quelqu'un pour pouvoir indiquer aux gens, eh bien, messieurs du FMI, voyez bien que nous avons fait ce qu'il fallait et voici la victime. Pendant ce temps, le système va se poursuivre sans que les institutions, les textes qui sont nécessaires, qui auraient dû être les paravents, puissent être mis en avant, ceux qui auraient pu empêcher les détournements, et bien ça, on va les oublier, simplement parce qu'aux yeux de l'opinion publique, qui est avidée de sang, dès que vous lui présentez quelqu'un qui a été sacrifié, même si ça ne lui apporte rien de plus, rien de particulier, même si le système continue à fonctionner dans des conditions perverses que tout le monde connaît, les choses vont se passer normalement. Je pense que, je ne veux pas être pessimiste, mais je crains vraiment
c'est vrai que le Camerounais est parfois un peu habité par le diable. Et que des choses qui se sont passées auparavant ne donnent pas la leçon aux autres. Mais j'ai envie de voir d'abord, dans des conditions qui garantissent à ces personnes la possibilité de se défendre, d'apporter leurs preuves, au bout de ce processus, ce qu'il en adviendra, pour que je puisse me faire une opinion personnelle. Pour l'instant, circonspection, prudence. Et dans ce sillage-là, il y a la création d'une task force, une autre, après celle de la fameuse CAN qui a glissé jusqu'en 2022. Avec vous, Edmond Kamgia. Création d'une task force où le secrétaire général, la présidente de la République, sera désormais l'ordonnateur des fonds Covid-19. Et c'est le chef de l'État qui va désormais donner son accord avant toute action à mener dans le cadre de la lutte contre la Covid et la ventilation des fonds. Est-ce que la création de cette task force est un désaveu de la part du gouvernement qui, dans un premier temps, a été appelé à gérer directement les fonds Covid et à implémenter la stratégie de lutte contre la pandémie? Avant de répondre à cette question, je voudrais rassurer certains copanélistes et les téléspectateurs qui nous écoutent que je suis bel et bien un partisan de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, dans la République, les trois pouvoirs doivent se respecter. Un pouvoir ne doit pas empiéter sur l'autre, et notamment le pouvoir exécutif ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire ni sur le pouvoir législatif. Mais la réalité au Cameroun voudrait bien que l'on constate au jour le jour l'empiétement du pouvoir exécutif sur les pouvoirs judiciaires et sur les pouvoirs législatifs. Ce que nous ne partageons pas, nous n'avons cessé de le dénoncer. Maintenant, pour répondre à votre question, je suis inquiet. Cette décision d'avoir à nouveau une nouvelle task force, après celle qui a géré la CAN, et dont on n'a pas le bilan au jour d'aujourd'hui, parce que nous sommes presque prêts à accueillir l'organisation de la CAN qui a glissé au mois de janvier de l'année prochaine. Et les stades ne sont pas prêts. Les stades et leurs complexes ne sont pas encore construits. Et on sait même que certains stades sont au cœur, j'allais dire au cœur de l'actualité, comme le stade Olembe, où les travaux n'ont pas repris du tout. Et on ne sait pas pourquoi. Je voudrais dire que, d'abord, la première task force, qui a donné presque tous les pouvoirs, n'est-ce pas, au ministre d'État, secrétaire général à la présidence, de coordonner cette machine, ne nous a pas rassurés au niveau des réalisations, au niveau du compte rendu, au niveau de la comptabilité. Cette nouvelle task force, qui est encore donnée au même, j'allais dire à la même institution ou au même organe, ne nous rassure pas parce que l'action gouvernementale, certes, qui est gérée par le premier ministre chef du gouvernement, avec le ministre de la Santé et tous les autres ministères qui ont contribué à la riposte, n'ont peut-être pas apporté ce que les Camerounais attendaient. Mais je ne suis pas certain que le fait qu'il y ait une task force au niveau de la précédente va encore, je crois, nous enfoncer plutôt que nous aider à nous en sortir. Ça, elle va nous plonger. Parce que la moindre des choses, pour qu'on accordât une task force au même organe, c'eût été qu'on eût fait le bilan de la première task force. Il n'y a pas de bilan du tout. Beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui. Des militants de formation politique, dont le MRC, qui ont décrié l'organisation, le glissement de la CAN, qui veulent savoir, même la société civile, veut savoir qu'est-ce qui s'est effectivement passé pour que tous les stades qui ont été construits ne soient pas achevés avec leur complexe. Et je le disais tantôt, on s'achemine vers l'organisation de la CAN et je peux mettre ma main à couper qu'au mois de janvier, les complexes ne seront pas sortis et les stades ne seront peut-être pas achevés. C'est dit, je suis très inquiet. Et je souhaite que le Parlement camerounais, malgré la majorité obèse du RDPC, et j'interpelle les députés du RDPC, les députés progressistes du RDPC, d'avoir un comportement citoyen, républicain et patriotique. Parce que la discipline du parti n'aide pas toujours la nation, n'aide pas la patrie avancée. Députés du RDPC, réfléchissez Cameroun.
l'image du Cameroun en jeu. N'apportez pas votre vote contre la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la CAN 2019 qui a glissé. N'apportez pas un vote nul ou un vote contre ou une abstention s'il y a la possibilité de débattre de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du fonds Covid au Cameroun. Alors, justement, le ministre des Sports s'est rendu au complexe sportif d'Olembe. Il a noté une décélération des travaux depuis plusieurs mois dû à l'absence, un problème de financement, a-t-il indiqué. Il a noté, Pierre-Emmanuel Bignam, que les financements sont en bonne voie. Pourtant, il y a 2 mois, le chef de l'État a signé un décret habilitant le ministre de l'économie à contracter un crédit de 55 milliards pour le parachèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Le ministre des Sports a même publié sur sa page une image de la chambre témoin de l'hôtel qui a suscité de vives réactions des Camerounais s'interrogeant sur les standards d'une telle chambre témoin, si cela correspondait à un hôtel 5 étoiles. Sur la gestion de cette CAN prévue en 2022 et de la principale infrastructure qui devrait accueillir certainement l'ouverture de cette compétition à Yaoundé, comment vous appréciez la gestion jusqu'ici? Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit que lorsque les enfants voient la nudité de leur père, c'est une malédiction. On sait que même dans la Bible, il y a un enfant qui a vu la malédiction de son père et aujourd'hui, les conséquences sont là, sont visibles. Le stade Olembe est baptisé stade Paul Biya. Il est baptisé stade Paul Biya. Aïdjo a construit celui de l'Omisport, qui est baptisé stade Amadou Aïdjo, qui a abrité la CAN 1972. Celui de Olembe dont on parle s'appelle stade Paul Biya. Celui de Douala, tout le monde connaît l'état dans lequel il est. C'est un stade qui est déjà praticable, qui a abrité le Dain-Chan et bien d'autres stades. Mais, comme vous avez si bien mentionné, ce stade d'Olembe est la figure de proue sur l'organisation de cette CAN. Mais curieusement, c'est ce stade qui pose tous les problèmes. C'est ce stade qui est budgétivore, qui boit tout l'argent du contribuable camerounais. Parce que même ces prêts que l'État est en train de contracter aujourd'hui, c'est nous qui allons payer ces dettes. Ce sont nos enfants, les enfants de nos enfants, ainsi de suite, des générations et des générations. Pourquoi on en est arrivé là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système mis en place par le renouveau, par Paul Biya, n'a même plus peur de lui-même. C'est-à-dire que son propre stade, les gars sont en train de jouer à mini-pam-pam sur son stade. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le régime de Paul Biya a atteint le degré ultime de la malgouvernance, de la perversité, de la, comment je peux qualifier ça, de la gabégie. C'est un scandale. Sans entrer dans beaucoup de détails, je vais faire le même exercice que Edmond Kamgia tout à l'heure, pour dire que vous qui êtes à la charge de l'organisation de cette CAN, vous voulez encore nous tuer de honte? Les Camerounais nous ont déjà traités de femmelettes, de mougou, de ceci, même la CAN encore. Comme Edmond l'a dit tout à l'heure, nous sommes en avril, hein? Bientôt nous serons en janvier 2022. C'est un jet de pierre. Vous voulez encore quel type de honte? On a été champion du monde de la corruption. 2 fois. 2 fois. Vous voulez encore nous amener où avec les stades de la CAN? Donc je pense que il faut urgemment une enquête gouvernementale, une enquête parlementaire, je vais dire, sur les fonds de gestion de cette CAN globalement. On parle de milliers de milliards. Des théories sont en train d'être développées, selon lesquelles le régime en place
laisse exprès, ferme les yeux exprès sur les détournements de ces fonds de la CAN. Pour quelle fin? Pour d'aucuns, selon certaines théories estiment que c'est un fonds de guerre d'après Biya. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les gars sont en train de mettre de côté pour pouvoir se maintenir longtemps au pouvoir après Paul Biya. Les gens du système. Je n'approuve pas cette théorie globalement, mais je commence à penser que le fait que le gouvernement ait fermé complètement les yeux sur les détournements de cette canne-là, qui nous a plongé dans une humiliation collective et légendaire dans notre pays en 2019, lorsque cette canne nous a été retirée en 2018, et que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2021, aucune enquête parlementaire, ni même gouvernementale n'a été ouverte pour ces fonds de canne, je commence à donner un peu du crédit, et même sérieusement du crédit, à ces théories-là, si jamais elles seraient avérées. Après vous, Pierre-Emmanuel, Maître Emmanuel Pincy, où est passé cet argent qui devait permettre la finalisation du complexe sportif d'Olembe? On l'a annoncé en début février 2021 qu'il y a 55 milliards de francs CFA contractés auprès de certaines banques et institutions financières internationales. Mais le ministre des Sports indique au mois d'avril 2021 qu'il y a un problème de financement de ce chantier et qu'il rassure que les financements sont en bonne voie et qu'il demande à l'entreprise McGill de reprendre immédiatement les travaux pour finaliser la construction de ce complexe sportif. Il faut suivre les choses chronologiquement. Je vous en prie votre micro pour les positionner. Le problème des stades, de tous les stades, c'est à partir de Bidunkwat. Et c'est ça qui a valu en fin de compte qu'il y ait un remaniement ministériel où il y a eu échange de fonctions et de postes entre Mouélékombi et lui. Et arrivé à un certain moment, il y a eu des problèmes au niveau de ceux qui étaient en train de faire des travaux. Il y a une société qui a été défaillante, il y a d'autres qui n'avaient pas d'argent, il y a les ouvriers qui n'étaient pas payés. En fin de compte, c'est un stade à problème. Je voulais par exemple dire à Bignam qu'en 1972, il n'y avait pas le stade Amadou Ahidjo pour la CAN. Parce que moi, j'étais à la finale, c'était à l'indépendance. À l'époque, le football ne se jouait pas. Il y avait un stade qui se trouvait là où se trouve la mairie de Yaoundé actuellement. Et j'y étais. Parce que j'étais à cette époque en terminale. Et je suis allé voir le match où, d'ailleurs, en demi-finale, ce sont les Congolais qui nous ont battus par 1-0. Donc je voudrais dire qu'il faut faire très attention de ne pas confondre. Ce problème-là, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en jeu. Et il y a beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas que la vérité se sache. Et qui sont même parmi certains qui sont au pouvoir. Parce que c'est un problème qui se pose au niveau de ces stades tels qu'ils ont été faits. Vous avez vu le stade à Kwamba-Pelépé avec le camion de sable à 120 000, etc. Il y a tout ça qui s'est posé sur la gestion des stades. Et partout où il y a l'argent, partout où il y a l'argent, il y a toujours les gens qui veulent mettre leur nez, même si ça ne correspond pas à leurs prérogatives. Est-ce que ça ne pose pas le problème de cohésion gouvernementale? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y a un télescopage entre les différentes institutions ou comités de gestion mis en place pour faire le suivi et pour veiller à l'exécution des travaux relatifs à l'organisation de cette CAN 2019? C'est pour ça que les task force sont organisés. Et les task force, c'est les commissions. Quand vous voulez enterrer une affaire, vous créez une commission. Les task force, c'est rien. C'est du n'importe quoi. Il suffit simplement d'avoir des auditeurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Les ministres ont leur travail. Ils ont beaucoup de travail. Ils ont des choses incroyables à faire. On donne ça à des comptables, des experts comptables, avec des avocats qui peuvent faire l'audit juridique, l'audit social, etc. Et les comptables font des audits. Et en moins de 3 mois, 4 mois, vous trouvez une solution. C'est rien du tout. Oh, les gens veulent gérer l'argent, parce qu'à ces fonds-là, on va encore donner l'argent pour gérer les fonds. Et c'est ça ce qui dérange. C'est-à-dire, il n'y a pas... Je ne sais pas quand... Il a un budget. Le problème, c'est que les gars, ils ont tellement géré tellement les milliards que normalement, ils ne peuvent même plus manger. Ils n'ont plus d'idées. Et c'est ça qui dérange. Il faut arrêter. La même chose pour l'autoroute Douala Yaoundé. Pourquoi vous n'en parlez pas?
l'autoroute Douala-Yaoundé, il semblerait que au bout de 20 ans, ou je ne sais pas combien, il n'y a que 60 km. Alors 40 km déjà construits, 40 km de route déjà construite, et les 20 km sont en cours. Ils devraient en principe être ouverts d'ici octobre 2021. Il y a un raccordement avec le centre urbain de Yaoundé et également du côté de Boumniébel pour permettre aux Camerounais de pouvoir expérimenter cette première phase d'autoroute. Mais est-ce que c'est l'objectif qui était initialement fait? Non, d'abord, l'autoroute, ce n'est jamais à 2 voies. C'est 2 voies de 2 côtés. L'autoroute, c'est 3 voies. C'est 3 fois 2 voies. 3 fois 2 voies. C'est au moins dans les standards internationaux. Et en même temps, vous avez ce qu'on appelle les échangeurs qui sont à l'intérieur. C'est une honte, cette affaire-là, quand on se rend compte que l'argent déjà dépensé pour faire ces 60 km ou 40 km, je ne sais pas combien c'est. Je crois que tout ce qui... Mais j'ai l'impression, hein, à un moment donné, et il faudrait le dire, certaines personnes sont fatiguées. De quoi? Sont fatigués parce qu'il y a tellement de vols qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce que on en est actuellement, j'ai lu ça l'autre jour, j'ai été effaré, à plus de 10 700 milliards de dettes. Vous comprenez, la dette du Cameroun est passée. Parce qu'on a eu des débats scientifiques ici. Ah, nous ne sommes pas assez endettés par rapport au PIB. Nous n'en sommes qu'à 40%. On a pris tellement de dettes que sur le résultat de cet argent-là, on ne sait pas où il est. Or, le système de l'argent, c'est comme les vases communicants. Si l'argent ne se voit pas au niveau des réalisations, il se trouve quelque part. Et c'est sûr, c'est quelque part qu'il doit y avoir des audits qui soient faits par des personnes indépendantes, qui ne sont pas les membres du gouvernement, qui ne sont pas affiliés au gouvernement, qui doivent travailler pour rendre des copies. C'est ça le travail qu'il faut faire. Mais en l'absence de cette stratégie d'audit indépendante, est-ce que cela ne montre pas qu'il y a une volonté soit de couvrir les personnalités présumées impliquées dans cette gestion scandaleuse des fonds destinés à l'organisation, la préparation de la Cannes 2019, à la construction des infrastructures? Non, je ne pense pas qu'il y a une volonté de couvrir ces personnes-là. Ça, on serait de mauvaise foi, parce que ça fait toujours mal de voir que l'argent ne sert à rien. Et tout pouvoir et tout gouvernement voudrait qu'on voit ces réalisations. Il y a un certain nombre de réalisations au Cameroun. Vous avez par exemple vu la ville de Bafoussam actuellement qui est totalement transformée. Et les gens sont contents en vous disant je sors de Bafoussam, il y a des routes, etc. On est content que cela puisse arriver. Donc je suis en train de dire que l'idée majeure qui se trouve, c'est que les gens, c'est que dès qu'il y a quelque chose d'un problème, on sait qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire et qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont créer une task force pour gérer l'argent, pour savoir quels sont leurs amis qui ont volé et qui n'ont pas volé. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut des gens qui soient neutres pour pouvoir le faire. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est d'efficacité, d'honnêteté et de compétence par rapport à le faire. Vous allez prendre quelqu'un qui a fait je ne sais pas quelle étude. Il ne sait même pas faire la comptabilité. Vous allez le mettre pour faire l'audit comptable. Vous allez le mettre pour faire l'audit juridique. Vous allez le mettre pour faire ceci. Tous ces problèmes viennent du fait que les gens sont gourmands, veulent s'occuper de tout et ne s'occupent de rien. Et c'est pour ça que j'ai peur, moi, en ce qui concerne l'avenir de ce Cameroun-là, il ne faut pas que ça continue. Moi, je dis ceci. Ça peut exploser. 10 000 milliards de dettes, 10 800 milliards de dettes, on va faire comment? Entre eux également la dette interne, qui est énorme, qui ne se paye pas. Et ça fait des années que les sociétés s'ouvrent. Et la conjoncture avec la Covid-19 est faite que ça ne fonctionne pas. Tout le monde a des difficultés financières. Or, vous avez de l'autre côté, par le système des vases communicants, des gens qui roulent carrosse, qui achètent des grosses voitures et qui se moquent des Camerounais, tout simplement en disant que, en faisant des discours qui sont vides. Ça, on n'en veut plus. Maître Claude Assira, sur cette organisation de la Cannes 2019 ayant glissé en 2022, vous avez vu le ministre des Sports, il a publié sur sa page un aperçu de la chambre témoin de ce fameux hôtel du complexe sportif d'Oulembe. Cela a suscité des interrogations des Camerounais sur le standard d'une chambre, d'un hôtel 5 étoiles
qui était initialement prévu et les images qui ont été rendues publiques. Et il y a cette question relative à la disponibilité de l'argent pour achever ce chantier qui est en cours depuis au moins une dizaine d'années. Quel regard portez-vous sur cette situation? Un regard inquiet, forcément, comme tous les citoyens, un regard inquiet. En fait, on n'en sort jamais. C'est la quadrature du cercle. Vous savez, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le mode de fonctionnement des gouvernants dans ce pays. Il fut un temps où on pouvait se prévaloir de ce qu'on n'avait pas de regard sur autrui. Aujourd'hui, autrui est invité chez nous par tous les moyens de la communication moderne. On y va. Beaucoup d'entre eux ont fait leurs études à l'étranger, sont en contact permanent avec eux. Il y en a même qui ont la nationalité de ces pays étrangers, donc qui ont vu comment on faisait autrement. Comment peut-on détester autant son pays au point de ne pas pouvoir essayer de transposer les éléments qui peuvent être positifs? En l'espèce, quand vous voyez vous-même à quel niveau on réduit la qualité de ce qui peut être attendu d'un pays, vous êtes peut-être trop jeune. Nous appartenons, nous, à une génération où, quand on parlait du Cameroun, certains pays comme la Guinée équatoriale, le Tchad et autres n'avaient pas, la République centrafricaine n'avait pas. Tout à fait. Regardez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. On ose présenter aux yeux du monde entier, en se prévalant de cela comme étant évidemment l'archétype suprême de ce qu'on a réussi, une chambre qui ressemble franchement à ce que nous tous nous avons vu. Parce que dans les yeux de celui qui les produit, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est pas tellement la chambre qui me pose problème, c'est l'état d'esprit de celui qui produit. Parce que lui, il est convaincu de ce que, sinon il n'aurait pas produit, il est convaincu de ce que il a réussi quelque chose de prodigieux. C'est ça qui est inquiétant. Donc, moi je pense que la situation dans laquelle nous sommes rendus aujourd'hui, il y a dans ce pays, et c'est pour ça que là encore une fois, je vais essayer de revenir à rebrousse-poil de votre question pour revenir à la task force. La task force en elle-même, comme toutes les autres institutions ponctuelles, ad hoc, qu'on créerait, ne peut pas rassurer du tout. Parce que on a le sentiment qu'on est dans un régime qui est autiste, qui se parle à lui-même. C'est lui qui crée la situation. Quand le problème se pose, c'est lui qui apprécie les conditions dans lesquelles il va devoir mener une enquête. C'est lui qui apprécie le ton. Il est maître du ton, maître de tout. Et il devient ordonnateur principal. Tout Ça à veut fait. dire que tous les ministères en charge de la gestion, par exemple, de la crise sanitaire, doivent soumettre leurs rapports financiers ou leurs besoins en termes de financement au secrétaire général de la présidente de la République qui doit valider avant qu'ils obtiennent ces fonds. Une telle procédure, pour vous, elle permet une célérité dans Je la vous dis, gestion? elle ne peut permettre que l'inquiétude et l'angoisse. Parce que moi, si vous voulez que je puisse être rassuré de ce qui vient d'être mis en place est susceptible d'apporter quelque chose de nouveau, il aurait fallu que j'ai vu dans les démarches antérieures des situations identiques produire des avantages. Ce que je n'ai jamais vu. Donc, je veux dire, avec mon esprit, et je vous parle de façon simpliste, vous ne pouvez pas me demander d'être optimiste, là où par le passé, je n'ai observé que ruine et échec. Désolation. Tout à fait, désolation. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas. Moi, je vous dis, j'aurais été plus rassuré. Je peux comprendre que, je veux même lui concéder le bénéfice de ce qu'il a peut-être été dans l'urgence. Si c'est une situation transitoire, qui va durer quelques jours, je veux bien. Mais à ce moment-là, il y a dans ce pays ce qu'on appelle une opposition démocratique qui permet à celui qui est sur place de dire, voilà, cet argent nous appartient, venez à l'intérieur d'un conglomérat, d'une association ou d'une institution qu'on va mettre en place pour qu'il puisse y avoir le contrôle. Parce qu'il n'y a que la force qui arrête la force. Chaque fois que vous vous parlez à vous tout seul, parfois, je raconte souvent d'histoires, pardonnez-moi, quand je suis chez moi, j'ai une photo qui est au-dessus de chez moi, il va y avoir dessus des toiles d'araignée que je ne vais plus remarquer parce que je me parle à moi-même. Il faut qu'un de mes amis entre dans mon bureau pour me dire, bah, écoute, toi aussi, tu ne vois pas qu'il y a une toile d'araignée. Je suis tellement habitué au décor que je n'arrive plus à m'en départir pour être juge.
Donc, à un moment donné, vous avez besoin que quelqu'un d'autre vienne vous dire, un regard extérieur, de gens qui vous disent, voilà, on a vu comment ça fonctionnait autrefois ailleurs, on a été dans un pays, une tradition, une civilisation de culture et de dialogue, mais on voit très bien que tout ce qui est mis en place jusqu'à présent ne fonctionne pas, mais on s'entête, on s'entête, on s'entête. Donc je suis désolé, franchement, la task force, donnez-lui tous les noms que vous voulez, les noms les plus sophistiqués. Honnêtement, je ne peux pas être rassuré tant que je n'ai pas vu faire et bien faire. Cela pose le problème de la corruption. On y revient encore sur ce fléau, Edmond Kamgia. Le président de la CONAC était à l'Assemblée nationale pour faire le point sur les stratégies mises en place depuis une dizaine d'années. Il a lui-même relevé qu'on est passé à plus de 30 000 dénonciations pour les cas de corruption dans l'administration publique. Mais le dispositif actuel, pourquoi il ne permet pas de réduire et de décourager ces actes de corruption au Cameroun? Je rappelle que le Cameroun a été champion du monde de la corruption en 1998 et en 1999. Et depuis ce temps-là, il y a eu au niveau du gouvernement camerounais la volonté, entre guillemets, de faire des efforts pour réduire la corruption au Cameroun. Mais ce que je constate, c'est que passé les quelques années qui ont suivi, les 2 années où on a été champion du monde de la corruption, très vite, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc nous avons replongé davantage dans la corruption. Et la présence du président de la commission anticorruption au Parlement, loin de me rassurer, loin de me conforter dans l'idée que le Cameroun est véritablement engagé dans la lutte contre la corruption, suscite des interrogations. Pourquoi est-ce que je dis que ça suscite des interrogations? Parce qu'il vient, certes, animé de bonnes intentions apparentes. C'est-à-dire qu'il faut faire appliquer l'article 66 de la Constitution. J'ai peur que ce soit une mise en scène organisée. Dans quel but? Vous savez, le contexte actuel, vous voyez le FMI exiger le contrôle pour savoir comment est géré les fonds Covid. Je vois d'abord un message à l'endroit de la communauté internationale. C'est un message à l'endroit des bailleurs de fonds. C'est un message à l'endroit des institutions financières internationales. Ce n'est pas pour nous. Ce que fait le patron, le président de la commission anticorruption au niveau du Parlement, ce n'est pas un message qui nous concerne. Ça concerne les pays amis du Cameroun, que nous avons véritablement l'intention de mettre en place les institutions prévues pour faire appliquer l'article 66 de la Constitution. Pourquoi est-ce que je le dis? Ce n'est pas nouveau. Hein? Il y a eu d'autres mises en scène pareilles, à des contextes bien précis. Et après, on oublie. Pourquoi je dis que ça ressemble à une mise en scène? D'abord, je vous dis que le FMI nous suit de près, un regard puissant, et on va y parvenir visiblement. C'est-à-dire que le gouvernement est obligé de couper des têtes pour faire plaisir au FMI. Surtout qu'il attend aussi d'autres fonds. Il attend d'autres fonds. Indispensables pour avoir ces fonds-là, il faut couper des têtes, de dire que voilà, c'est à cause de ces boucs émissaires qu'on n'a pas pu obtenir la célérité et l'efficacité dans la gestion de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Et je dis, et j'assume, que la présence, n'est-ce pas, de la CONAC au Parlement rentre dans le même sillage. De faire croire qu'on fait des efforts. Non, on ne fait aucun effort. Parce que la Constitution du 18 janvier 1996 a prévu l'article 66 de la Constitution qui introduit la possibilité, n'est-ce pas, pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour tout l'ensemble des membres du gouvernement, pour tous les élus, pour tous les gestionnaires des deniers publics, au début de leur fonction, de déclarer leurs biens. À la fin de leur fonction, de déclarer leurs biens. Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'ayons pas la commission qui réceptionne les déclarations de biens et avoirs? Il y a une loi qui est sortie en 2005 ou en 2006 sur la déclaration de biens à avoirs. Mais jusqu'à présent, la commission chargée de réceptionner la déclaration de biens à avoirs n'existe pas. C'est-à-dire, n'a pas été mise en œuvre. Il y a eu des débats au fond il y a une dizaine d'années sur la question. Parce que nous aurions souhaité, quand je dis nous, c'est les journalistes, la société civile, les associations de la société civile, nous souhaiterions que cette déclaration soit publique et publiée. Mais la loi n'a pas permis que la déclaration soit publique et publiée. La commission qui est censée réceptionner
doit la réceptionner et la garder en secret pour elle. Donc il y a défaut de transparence même dans la loi. Il y a un problème de transparence dans la loi. Il faut le souligner. Il est important que cette loi retourne à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait plus de transparence dans la commission qui sera mise en œuvre. C'est pour ça davantage j'insiste sur la mise en scène. Il faut qu'on sorte de la mise en scène. Soyons sérieux. Ou le Cameroun est un pays sérieux ou il ne l'est pas. Donc, poursuivant mes propos avant de chuter, je voudrais dire qu'il est urgent pour le Cameroun de cesser de faire des spectacles. Le gouvernement spectacle, qu'on en sorte. C'est-à-dire que les pays amis du Cameroun ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes. Il y a des chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé qui voient ce qui se passe, qui lisent les journaux, qui écoutent la télé, la radio. On ne peut pas faire des mises en scène et leur faire croire ce qu'eux, ils n'entendent pas, ce qu'eux, ils ne voient pas. Donc il est important pour nous, dans cette période délicate, où des défis énormes nous préoccupent, à commencer par les défis sécuritaires, dans lesquels nous ne sommes pas encore sortis dans la guerre contre Boko Haram. La guerre, et ça c'est le plus grave, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une guerre terrible où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, plus de 800 000, si ce n'est 1 million environ de déplacés internes, plusieurs milliers de morts. Et personnellement, j'ai mal. Parmi les séries de morts, la série de morts, depuis le mois d'avril, il y a beaucoup de personnalités qui sont décédées. Mais il y en a une qui m'était très chère, et je le crois, qui était très chère à beaucoup de Camerounais, à beaucoup d'Africains et à beaucoup d'autres personnalités dans le monde. C'est le décès du cardinal Christian Toumi. La dernière bataille qu'il a menée, c'était de parvenir à la résolution pacifique et durable de la crise anglophone. Il y croyait. Il a même fait une proposition. L'organisation de la conférence générale anglophone, qui lui a été refusée et qui nous aurait permis de parvenir à un cessez-le-feu. Il était aussi un artisan de la lutte contre la corruption. Tout à fait. Cardinal Christian Toumi, de regrettée mémoire. Pierre-Emmanuel Bignam, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption au Cameroun? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je vais mettre sur le panier deux propositions. La première proposition, je vais paraphraser Maître Claude Assira. Il faut la volonté politique. La deuxième proposition, puisque la volonté politique à elle seule ne suffira pas, il faut également la force politique ou la puissance politique. Parce que nous avons une loi, l'article 66, qu'il faut déjà appliquer. Il faut appliquer cette loi automatiquement dès la prise de fonction de tous les exécutifs. C'est-à-dire le jour où le président Paul Biya, quand il dit soin, I do so swear, à la suite de ça, il doit déclarer ses biens. J'ai une maison en Vomeka, par exemple, j'ai une maison à Mélène, j'ai une maison ceci, j'ai un terrain, j'ai un champ d'ananas à tel endroit. Il doit le dire. Parce que c'est la tête. Ensuite, son Premier ministre, quand il le consulte et il accepte sa proposition d'être Premier ministre, le jour où il prend ses fonctions, lui-même, il doit également déclarer ses biens. Tout son exécutif. Et tout ce qui concerne par cette loi. À partir de ce moment, lorsque cette volonté sera mise en marche et que le peuple camerounais verra que sincèrement les gouvernants veulent que les choses changent, naturellement les habitudes vont changer. À côté de cela, il faut la puissance politique. Comme Maître Claude Assira l'a dit tout à l'heure. Parce que la volonté, elle ne suffit pas. Nous avons face à un système qui a presque 40 ans de ramifications. C'est-à-dire les racines peuvent quitter ici jusqu'à Paris. Ça va tellement loin. C'est en ce moment qu'il faut la puissance politique. Il faut que la puissance publique se mette en branle en déclenchant de façon automatique des mécanismes de poursuite. Des brigades financières doivent fonctionner efficacement. Il ne faut pas attendre des procès à tête chercheuse. Il ne faut pas s'immiscer dans la justice. Il faut que le principe de séparation de pouvoir soit respecté. Que l'Assemblée nationale commence véritablement à questionner l'action gouvernementale et à se poser comme un véritable, c'est-à-dire que un véritable miroir qui va montrer au gouvernement ses défaillances.
Il faut que la justice soit libre de faire son travail sans aucune influence. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on parviendra à un état où les Camerounais pourront de façon naturelle. Parce que je vais vous rappeler une chose. Avant que le feu président Gerard Rawlings ne prenne le pouvoir au Ghana, au Ghana, les gens volaient comme des souris. Les gens volaient comme des souris et le Ghana est un pays extrêmement pauvre. Lorsque ce ministre est arrivé au pouvoir, il a mis sur pied des mécanismes qui ont permis à ce que, aujourd'hui, les Ghanéens ont changé d'habitude. Vous pouvez oublier votre porte-monnaie dans un taxi à Accra. J'y ai été plusieurs fois à Accra. On va mener des enquêtes jusqu'à vous retrouver et vous remettre votre portefeuille. Comme pour dire que c'est une question de volonté politique et de pouvoir politique. Le Ghana, le pays de Jerry Rawlings, et vous, Maître Emmanuel Pincy, au-delà de ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous proposez pour mettre un thème, pour réduire de façon circonstancielle le fléau de la corruption au Cameroun? Je vais donner des exemples où ça a réussi. En Chine, vous êtes corrompu, on vous fusille. Ça, c'est ce qui s'est passé. Rawlings, ça s'est passé, il a pris juste son beau-frère, il a fusillé. Je ne sais pas si nous sommes dans cet état d'esprit où on n'arrive même pas à pratiquer la peine de mort. Mais vous le savez, les organisations des droits de l'homme sont toutes contre l'application de cette sanction ultime, estimant qu'il y a d'autres voies et moyens pour non, mais quand c'est-à-dire, même la Bible a dit qui tue par l'épée périra par l'épée. En fait, il y a des expressions comme ça. Je dis, là où la corruption a été éradiquée, on a fait des mesures fortes et extrêmes. Bon, comme on ne va pas le faire ici, parce que déjà le chef d'État est contre, il faudrait arriver à deux choses, à mon avis. Il faut qu'on restitue la loi sur l'enrichissement illicite. Pour c'est-à-dire la charge de la preuve sera renversée. C'est celui qui a l'argent qui va prouver comment il a gagné. La deuxième chose, il faut que le TCS ne soit plus tel qu'il est. Il faut le réformer. Il faudrait également réformer les dispositions de l'article 184. Parce que si une loi est extrême, c'est-à-dire 500 000, vous allez prison à vie, et puis cette affaire de restituer l'argent, on vous laisse tranquille. Il faudrait donc des amendements au niveau des lois pour faire en sorte que les gens puissent payer fortement et qu'ils soient bannis politiquement pour qu'ils n'arrivent plus à rien faire. Et il faudrait que les gens, effectivement, et j'arrive sur ce que Edmond a dit, c'est la disposition de l'article 66. Si on arrive à faire en sorte que ces commissions soient nommées, ce serait également une excellente chose. Après vous, Maître Claude Assira, en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez pour que le Cameroun sorte des abysses de la corruption pour améliorer la qualité de la gouvernance? Alors, je vais d'abord le dire très vite. Ce que je ne propose pas, ce sera la peine de mort. Parce que je ne pense pas que... c'est un peu délicat de jouer avec ça. Il me faudrait peut-être une autre émission. Peut-être aurais-je la possibilité d'être réinvité un jour pour que je vous en parle. Mais ce ne serait certainement pas la peine de mort. Parce qu'entre la vie et le bien, honnêtement, je préfère qu'on privilégie la vie, en tout état de cause. Donc, moi, je vais écarter la peine de mort. En revanche, trois petites choses simples. La première, ce sont les préalables. Et j'entends par préalable le changement de la gouvernance, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je ne sais pas dans quelle mesure l'actuel régime a la possibilité de se surpasser, de se sublimer pour pouvoir aller au-delà du réflexe humain qu'on peut comprendre. Je ne sais pas. Est-ce que ce sera 25, 30, 40%? Mais il y a quelque chose à faire. Je voudrais qu'on puisse gouverner par l'exemple. Parce qu'une bonne leçon vaut toujours mieux, un bon exemple vaut toujours mieux qu'une bonne leçon. Les gens qui gouvernent doivent pouvoir indiquer par leur comportement, leur attitude, l'exemplarité qui permettent d'être distillés tout au long de la chaîne, jusqu'au plus petit des fonctionnaires. Et puis deux autres mesures simples, comme je vous l'ai indiqué, des mesures préventives, c'est-à-dire qu'il faut des mesures qui protègent le fonctionnaire, qui le mettent à l'abri, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un fonctionnaire qui a 300, 400 000. La vie a explosé. Pensez-vous vraiment aujourd'hui qu'un fonctionnaire ait la possibilité de rester digne? J'ai discuté, enfin, je reviendrai un jour vous expliquer un peu plus en avant. Je pense qu'il faut qu'on prenne en compte améliorer les salaires. Le traitement, tout à fait. Améliorer les conditions salariales des personnes voilà, pour essayer de les mettre à l'abri. Il faut également qu'on prenne des mesures de préservation de l'argent. Les techniques existent. On a signé des conventions, on a vu comment on fait ailleurs. Et si ça n'a pas marché, alors à ce moment-là,
on rentre dans la répression. Et pour moi, quand je dis répression, c'est deux choses, toujours, qui sont les deux faces de la même pièce. C'est d'abord la promptitude de la poursuite et c'est la certitude de la poursuite. On ne va pas punir quelqu'un 10 ans après parce que ça s'efface dans les esprits, les preuves, machin. Et puis il y a également la certitude qui permet à celui qui a commis un fait de savoir qu'il est puni, de sorte qu'il ne puisse plus recommencer et qu'il ne puisse plus être imité. Donc tant qu'on n'y sera pas, on va toujours bricoler et on sera dans cette situation. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, Maître Emmanuel Pincy et Edmond Kambia, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, Maître Claude Assira et Pierre-Emmanuel Bignam, d'avoir participé à cette émission Droit de réponse. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Eric Ouattat et Emmanuel Wapi. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Ces conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.